Et c'est donc une convention des démocrates virtuelle qui va s'ouvrir aujourd'hui à cause de l'épidémie de coronavirus. Elle permettra de lancer officiellement la campagne du tandem Biden-Harris. Ce sera aussi l'occasion pour les démocrates d'afficher leur unité. Alors, qui fera le déplacement à Milwaukee dans le Wisconsin? À quoi ressemblera cette grande fête démocrate? Avant d'en parler avec notre invité, le spécialiste des États-Unis, François Durper, avec également notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel. Un point sur les préparatifs avec Maëva Defroyan. Nous sommes le 11 mars 2019, bien avant la crise sanitaire. À l'époque, la Covid-19 n'a pas encore sévi. Dans 490 jours, cet endroit va être bouillonnant. Rien ne s'est donc passé comme prévu. Raison sanitaire oblige, cet endroit ne sera pas bouillonnant comme le souhaitaient les démocrates. La convention qui s'ouvre aujourd'hui sera virtuelle. Aucun intervenant ne viendra parler en personne à Milwaukee, dans l'état clé du Wisconsin. Des discours virtuels certes, mais très attendus, et notamment celui de Kamala Harris. L'ex-sénatrice, tout juste désignée candidate à la vice-présidence, s'exprimera mercredi depuis Wilmington dans le Delaware comme le candidat Joe Biden. Une soirée pensée pour souligner une fois de plus la diversité. Malgré ce contexte particulier, d'autres figures du parti devraient s'exprimer entre lundi et jeudi prochain. Bernie Sanders, Bill et Hillary Clinton, Barack et Michelle Obama. Traditionnellement, c'est après les conventions que l'on voit si le soutien pour les candidats a bien évolué. Les gens ont suivi les conventions, ils ont vu les candidats, ont commencé à se concentrer sur la politique. Alors je pense qu'il faudra surveiller cela. Mais on doit bien admettre que l'on ne sait pas du tout si ce type de non-convention ou de convention virtuelle avec un discours aura le même type d'impact à court terme que ce que l'on a vu lors des élections précédentes. Joe Biden, lui, clôturera cette convention résolument particulière. Selon les démocrates, le candidat devrait parler de sa vision pour rassembler l'Amérique, pour sortir, selon ses mots, le pays du chaos constant et de la crise. François Durper, merci d'être avec nous en plateau. Elisabeth Guedel, merci d'être en direct de New York avec nous également. Première question à vous, Elisabeth Guedel. Comme nous l'avons entendu dans le sujet de Maëva Defroyan, Bernie Sanders, Bill et Hillary Clinton, Barack et Michelle Obama vont prendre la parole au cours de cette convention. Mais qui sera présent en chair et en os à Milwaukee? Et surtout, Joe Biden a-t-il encore une chance de faire le déplacement? Écoutez, comme le disait le New York Times, c'est une convention fantôme. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est du jamais vu, tout en ligne pratiquement. Les milliers de délégués qui devaient affluer dans la ville du Wisconsin, eh bien, sont priés de rester chez eux. Les chanteurs, les moments de musique, Taylor Swift doit faire un concert également. Tout ça, ce sera en ligne. Il y aura peut-être le maire de Milwaukee qui va venir dans le centre de conférence, évidemment, de sa ville. Mais toutes les grandes figures, vous l'avez dit, toutes les grandes personnalités feront ça à distance. C'est du jamais vu, pas question de prendre de risques en raison de l'épidémie de Covid. C'est d'ailleurs un grand thème de la campagne démocrate, d'être safe, de savoir gérer cette crise et prendre toutes les précautions. On met le masque partout, etc. Donc ça fait partie du message démocrate. On ne prend pas de risques, donc personne n'y va. Et Joe Biden, il y a très peu de chances qu'il y aille. Alors c'est vrai que comme Donald Trump se rend dans le Wisconsin, est-ce qu'il ne va pas être tenté, le candidat démocrate, à aller dans le Wisconsin, en tout cas à Milwaukee? Il n'en est pas question normalement. Joe Biden acceptera sa nomination depuis son fief du Delaware. François Durper a écouté tous les noms qui seront des personnes qui seront présentes, en tout cas virtuellement, à cette convention. On a l'impression que la grande famille démocrate est réunie. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il s'agit d'une unité de façade ou est-ce que vraiment le mandat de Trump a réussi à fédérer les démocrates? Oui, Dominique, il y a deux enjeux à cette convention virtuelle pour une campagne qui est virtuelle. Le premier enjeu, c'est un enjeu d'enthousiasme. Généralement, on a des images de fête lors de ces conventions. Il s'agit de transmettre de l'enthousiasme à ceux qui vont ouvrir les portes, à ceux qui vont faire la campagne. Or là, comment transmettre de l'enthousiasme à des supporters qui sont eux aussi virtuels, qui ne sont pas là? Et ça, c'est le premier enjeu. Alors, il y a quand même une chose, c'est que ils ont quand même prévu, les démocrates,
les Républicains, ils n'avaient pas prévu quelque chose à distance. Donc, ils ont dû annuler. Donc là, on a l'impression que c'est un virtuel assumé, alors que le virtuel sera presque imposé du côté républicain. Puis la deuxième chose, c'est ce que vous venez de dire, c'est une démonstration d'unité. La famille, elle est divisée du côté démocrate. Souvent, on a une belle photo de famille, mais derrière, on a à la fois sur le plan idéologique des divisions, et puis sur le plan sociologique, entre l'ouvrier blanc, le membre des minorités, ou l'élite progressiste. Et là, eh bien, déjà, la plateforme, elle a intégré le Green New Deal, la dimension écologique du côté de Sanders, le Medicare for All, la dimension de santé, Black Lives Matter, la lutte antiraciste. Et pourquoi c'est important l'unité? Parce qu'il n'y a pas que la Maison-Blanche à gagner, il y a aussi le Congrès. Et quand on regarde les sondages, eh bien, on semble que les Américains veulent voter contre Trump pour la Maison-Blanche, mais sur le Congrès, c'est très très serré et les démocrates, ils tiennent quand même à gagner le Sénat, la Chambre de représentants, de faire la passe de 3. Elisabeth Guedel, le lieu du rassemblement n'a pas été choisi par hasard. Le Wisconsin, c'est un swing state, en mauvais français, un État pivot qui peut changer de camp d'une élection à l'autre. Ah oui, le Wisconsin fait partie de la liste de ces États qui vont être choyés durant les 3 prochains mois. C'est effectivement un État qui a longtemps voté démocrate, qui a basculé républicain lors de la présidentielle de 2016. Donald Trump l'a remporté de justesse, 22 000 voix de plus seulement qu'Hillary Clinton. Mais le camp démocrate avait eu un excès de confiance, avait plutôt ignoré cet État. Hillary Clinton n'était même pas allée dans le Wisconsin. Et donc, c'est pour ça que les démocrates ont effectivement choisi le Wisconsin pour tenir leur convention virtuelle, et que Donald Trump va s'y rendre là aujourd'hui, comme pour souligner d'ailleurs l'absence de Joe Biden à Milwaukee. Lui, il s'y rend, il veut absolument faire campagne sur ce terrain. Donald Trump d'ailleurs qui entame une tournée des swing states cette semaine, une contre-programmation à la convention démocrate. François Durper, Donald Trump, là, il fait du rattrapage, il essaye de rattraper les démocrates en allant dans le Wisconsin. Oui, bien sûr, il essaie d'occuper le terrain. Il essaie aussi de dire que les démocrates, conformément à ce qu'il dit depuis le départ, sont un peu des trouillards. Lui, il est sur le terrain, on le voit sans masque, il fait campagne, mais il ne faudrait pas considérer que Joe Biden a déjà gagné. C'est sûr que Joe Biden, il est là, en sondage, il est à +8 par rapport à Donald Trump. Mais +8, c'était +10 avant l'été, donc ça se resserre. On a quand même une campagne qui se resserre. La deuxième chose, c'est, Elisabeth vient de le dire, le Wisconsin va être déterminant. Mais on n'a pas, comme en 2016 d'ailleurs, des sondages très très précis sur les États. On a un sondage national très précis, mais les sondages par État peuvent laisser place à peut-être une surprise, comme en 2016. Et puis la troisième chose, c'est quand vous regardez très attentivement les enquêtes d'opinion, vous constatez qu'il y a une coalition anti-Trump, mais il n'y a pas une coalition pro-Biden. C'est-à-dire que 58% des électeurs de Biden, ils vont voter contre Trump. 36% vont voter pour Biden lui-même. Quand vous regardez chez Trump, c'est totalement l'inverse. 20% des électeurs de Trump votent contre Biden, 74% votent vraiment pour Trump. Donc si vous voulez, sur l'enthousiasme, il faut vraiment que Biden il mouille la chemise et qu'il ne fasse pas la stratégie de l'implosion en laissant Trump face au coronavirus et face à une économie moribonde, qui disent c'est moi qui vais gagner cette élection, elle ne va pas se gagner toute seule. François Durper, Steve Bannon, l'homme qui a pensé, conçu la victoire de Donald Trump, estime que cette semaine va être excellente pour la campagne de Donald Trump, car elle va forcer Joe Biden à, je le cite, sortir de son sous-sol. Oui. Vous partagez ce point de vue? Alors ça, oui, Steve Bannon, alors c'est une manière de dire, il a gagné dans son sous-sol. C'est le seul homme à avoir profité du coronavirus. Il est sorti de son sous-sol avec +10 par rapport à Donald Trump, parce que je disais qu'il y a effectivement cette stratégie de l'implosion. Donald Trump, il n'avait pas besoin de Biden pour s'enfoncer, il avait l'économie et il avait le coronavirus à gérer, et les Américains disent que ça a plutôt été mal géré. Alors pourquoi Steve Bannon est content? Parce qu'il se dit Biden, il fait beaucoup de gaffes, et tout événement de campagne serait positif pour Donald Trump. Donc il veut de la bataille. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont affronté Donald Trump ont perdu depuis la campagne républicaine de 2016. Alors Joe Biden, il s'était dit, je ne vais pas l'affronter, je vais gagner tout seul. Mais on ne gagne pas une campagne sans faire campagne. Elisabeth Guedel, à l'occasion de cette convention, il va être beaucoup question aussi du vote par correspondance, car il y a ce projet de réforme de la poste américaine qui pourrait réellement freiner la participation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Mais la poste américaine va mal depuis plusieurs années. Ses pertes nettes dépassaient les 8 milliards de dollars l'année dernière, 80 milliards en 12 ans. Donc il y a eu un nouveau patron nommé au mois de juin, qui est un proche de Donald Trump, un gros donateur de sa campagne. Une vaste réforme est en cours avec réduction des heures supplémentaires, réduction de la fréquence de la distribution du courrier. On s'en aperçoit tous les jours, nous les Américains, et ici à New York également. Et donc ça a des répercussions pour le vote par correspondance. La direction de la Poste a prévenu qu'elle ne pourra pas garantir la distribution, l'arrivée du vote par correspondance des courriers avant, à la date précise du scrutin présidentiel, attend donc pour le dépouillement et être compté. Donald Trump ne veut pas financer la Poste, ne veut pas débloquer une enveloppe de 25 milliards de dollars pour sauver la Poste américaine et ne veut pas débloquer une enveloppe de 3,5 milliards de dollars pour le vote par correspondance. Donc les démocrates, évidemment, le dénoncent, sont vent debout pour dénoncer cette démarche du président américain. Merci Elisabeth Guedel d'avoir été en direct pour nous de New York. On reste avec vous, François Durper. Dernière question. Cette convention, ce sera aussi le moment pour Kamala Harris de monter sur scène. Pour l'instant, c'est plutôt une bonne opération, la nomination de sa colistière. Oui, tout à fait. C'est une bonne opération. Il y a un effet média, de toute évidence. Il y a un allant de la campagne. Joe l'endormi, c'est comme ça que l'appelle Donald Trump. Là, il a Kamala qui n'est pas du tout endormi à côté de lui. Ça a un effet sur le terrain. On voit notamment que dans certains États, en Floride, elle est de père jamaïcain. Vous savez, les Jamaïcains, on parle beaucoup des Haïtiens en Floride, des Cubains également, mais ont aussi un rôle. Et en Floride, on voit déjà des effets électoraux de la candidature de Kamala Harris. Alors attention, on sait que par exemple Sarah Palin est arrivée avec un état de grâce. C'était la colistière de McCain en 2008. Et puis ensuite, ça s'était effiloché. Il y aura aussi, il faudra être attentif demain au rôle de Michelle Obama et des Obama. Obama est encore toujours populaire, mais il faudra qu'il fasse une campagne un petit peu en retrait, plutôt une campagne pour parler de la démocratie américaine, mais il ne faudra pas vraiment qu'il défende le ticket. Un ancien président doit se comporter comme un ancien président. Et ce que disait quand même Elisabeth est très très important. Ça va se jouer sur le terrain du vote par correspondance. Et là, Donald Trump, il joue contre son camp. Pourquoi ? Il y a un chiffre peut-être terminé là-dessus. 80 millions, on attend 80 millions d'Américains qui voteraient par correspondance. Peut-être 76% à 80% des Américains voteraient par correspondance, ne se déplaceraient pas. Or, Donald Trump, depuis plusieurs mois, c'est haro sur le vote par correspondance. Et ça veut dire quoi ? Qu'aujourd'hui, les républicains disent on envisage de voter par correspondance qu'à 17%, les démocrates qu'à 66%. Alors imaginez des républicains qui ne votent pas par correspondance et qui ne votent pas du tout. Ça pourrait se jouer sur ce terrain-là. Merci beaucoup François Durper d'avoir été avec nous. Et je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, l'histoire mondiale du bonheur, paru aux éditions du Cherche Midi. Et une large partie de cet ouvrage est consacrée bien sûr aux États-Unis. Merci à vous. Merci.